Alors quand on pense au lien entre l'Afrique et les Amériques, l'image qui nous vient tout de suite en tête, c'est souvent la même, n'est-ce pas? Celle, tragique, de la traite négrière. Un voyage à sens unique. Et pourtant, si on se penche sur la période de 1880 à 1935, en plein cœur de l'ère coloniale, on découvre une toute autre histoire. L'Atlantique n'était pas juste un abîme, non, c'était un véritable pont, un lieu d'échange constant, dans les deux sens. Pour explorer cette histoire fascinante, on va suivre un petit parcours en 5 temps. D'abord, on va voir comment cet Atlantique est devenu une sorte d'autoroute à double sens. Puis, on s'intéressera à ce rêve puissant du retour en Afrique. Ensuite, attention, le rôle super important de la foi et de l'éducation. Juste après, on plongera dans la naissance d'une idée politique qui a tout changé, le panafricanisme. Et pour finir, on verra comment la culture, la musique et les saveurs, tout ça a voyagé par-delà l'océan. Allez, c'est parti! Première étape donc, on va essayer de voir cet océan un peu différemment. Parce que, oui, l'idée reçue, l'idée qu'on a tous, c'est ce voyage à sens unique, cette tragédie sans retour. Mais si on gratte un peu la surface, l'histoire est tellement plus riche et bien plus complexe que ça. Voilà la question qu'on doit se poser. Est-ce que l'histoire des peuples d'ascendance africaine, c'est seulement une histoire de déracinement? Ou bien, est-ce qu'il y a eu aussi des flux en sens inverse, des retours, des échanges qui ont en fait façonné les deux continents? Eh bien, la réalité, comme on va le découvrir ensemble, elle est beaucoup plus dynamique. Concrètement, entre 1880 et 1935, ces interactions, elles ont pris 5 formes principales. D'abord, on a des gens qui ont littéralement fait le voyage inverse, qui sont retournés vers la terre ancestrale. Ensuite, il y a eu des missionnaires qui ont traversé l'océan pour propager leur foi. On a aussi vu un flux d'étudiants africains qui partaient étudier dans les universités noires américaines. Et tout ça, bien sûr, ça a créé le terreau pour une conscience politique commune, le panafricanisme. Et enfin, le plus fascinant peut-être, c'est la façon dont les cultures africaines ont survécu et se sont transformées dans le Nouveau Monde. Alors ce premier flux, c'est peut-être le plus symbolique, celui du retour. Il faut imaginer que pour des milliers de personnes de la diaspora, l'Afrique n'était pas qu'un souvenir lointain et douloureux. C'était un rêve, un avenir à construire et surtout une promesse de liberté. Et attention, ce rêve, c'était pas juste une idée en l'air, loin de là. Il y a eu de vraies tentatives, des voyages organisés. Dès 1878, on a un navire qui emmène plus de 200 personnes au Libéria. Des figures incroyables comme l'évêque Turner ou le chef Alfred Sam ont carrément mené des expéditions. Un peu plus tard, le fameux Marcus Garvey va essayer de monter un projet de colonisation à très grande échelle, et même l'Éthiopie deviendra une destination pour celles et ceux qui cherchaient à rentrer. Cette citation de l'évêque Turner, elle dit tout. Elle illustre parfaitement la motivation profonde derrière ce mouvement. Il ne s'agissait pas seulement de fuir la discrimination aux États-Unis, non, le but était de bâtir une nation, une civilisation propre, de retrouver une pleine souveraineté, une pleine dignité. C'était une vision politique vraiment radicale pour l'époque. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant, parce que ces retours, ils n'ont pas du tout eu la même allure partout. D'un côté, les Afro-Américains qui arrivent au Libéria, eh bien, ils ont tendance à former une communauté un peu à part, une sorte d'élite, les Américo-Libériens, parfois un peu déconnectés des populations locales. Et de l'autre côté, à l'inverse, on a les Afro-Brésiliens qui retournent en Afrique de l'Ouest, au Nigeria ou au Bénin actuel, et eux, ils se réintègrent beaucoup plus facilement. Ils amènent même avec eux des compétences, notamment en architecture. On peut voir leur influence encore aujourd'hui dans des villes comme Lagos. C'est incroyable. Mais ce pont transatlantique, il n'était pas seulement fait de bateaux transportant des gens, il était aussi fait d'idées. Et il y a 2 forces particulièrement puissantes qui ont tissé des liens très durables, la foi et l'éducation. On observe un véritable cycle, une sorte de boucle vertueuse. Ça commence avec des missionnaires afro-américains issus d'églises comme la ME ou l'AMSion qui partent pour l'Afrique. Une fois sur place, ils ne se contentent pas de prêcher, ils construisent des écoles. Ces écoles vont inspirer de jeunes Africains à vouloir poursuivre leurs études en Amérique, souvent dans les mêmes institutions qui avaient formé les missionnaires. Et enfin, ces étudiants, une fois diplômés, rentrent en Afrique, la tête pleine de nouvelles idées, et deviennent souvent les fers de lance des mouvements nationalistes. La boucle est bouclée. Pour ces missionnaires, la mission était limpide. L'évêque Turner, toujours lui, disait que Dieu avait amené les Noirs en Amérique pour les christianiser, afin qu'ils retournent racheter leur continent. Il y avait donc ce sentiment de responsabilité historique, presque spirituelle, l'idée de transformer l'Afrique par la foi et le savoir acquis pendant l'exil. Et là encore, le contraste avec les Afro-Brésiliens est saisissant. Les missionnaires nord-américains cherchaient à convertir, à racheter. Pour les Afro-Brésiliens, c'était différent.
Pas de prosélytisme, ils utilisaient le catholicisme comme un signe de statut social, mais en privé, beaucoup continuaient de pratiquer les cultes syncrétiques, ce mélange de saints catholiques et de divinités africaines. Le flux était même inversé, au lieu d'importer une religion en Afrique, ils importaient du Brésil des objets rituels africains comme la fameuse noix de cola. Bon, quand les gens, les idées et la foi commencent à circuler comme ça, la politique n'est jamais très loin, forcément. Tous ces échanges ont logiquement fait germer une nouvelle conscience, un mouvement politique qui allait chercher à unifier les peuples noirs du monde entier. Et cette idée, c'est le panafricanisme. C'est un concept absolument révolutionnaire pour l'époque, l'idée que peu importe où l'on vit, en Afrique ou dans la diaspora, tous les peuples d'origine africaine partagent un destin commun et doivent s'unir pour leur dignité et leur libération. Alors ce mouvement, il ne faut pas imaginer un bloc monolithique, pas du tout. On peut distinguer en gros 3 grandes visions, portées par 3 géants. D'abord, Booker T. Washington. Son truc à lui, c'était l'autonomie économique par l'éducation technique. Son modèle de Tuskegee a été une source d'inspiration énorme en Afrique. Ensuite, W.E.B. Du Bois. Lui, il misait sur l'action politique et le leadership d'une élite intellectuelle. C'est lui qui va organiser les fameux congrès panafricains. Et enfin, Marcus Garvey. Lui, c'est le nationalisme noir, le projet de retour en Afrique, et il a une capacité à mobiliser les masses absolument phénoménale. Pour bien se rendre compte de l'impact de Garvey, ce chiffre parle de lui-même. 200 000. C'était le tirage de son journal The Negro World. Dans les années 1920, c'est juste colossal. Ce journal était lu et relu à voix haute dans des villages au Kenya, aux Caraïbes, à Harlem. Il propageait ce message d'unité et de fierté noire partout dans le monde. Cette phrase de Garvey, elle capture vraiment l'essence de sa vision. C'est un appel à la mobilisation de tous les Noirs du monde pour reprendre le contrôle de leur continent. Le ton est direct, il est militant, et il a eu un écho immense, bien au-delà des frontières des États-Unis. Et au-delà de la politique, au-delà de la religion, il y a ce qui rythme le quotidien, la culture. Comment les traditions africaines ont-elles voyagé ? Est-ce qu'elles ont survécu à la traversée, ou est-ce qu'elles se sont transformées en quelque chose de complètement nouveau ? Sur ce point, on observe une divergence fondamentale. Le sociologue F. Franklin Fraser a avancé l'idée que, pour les Afro-Américains, l'esclavage et l'influence protestante ont causé une vraie rupture, une perte de la plupart des traditions africaines. En revanche, en Amérique latine et dans les Caraïbes, le contexte catholique, plus flexible, a permis un syncrétisme. Là-bas, les cultures africaines n'ont pas disparu, elles ont fusionné, elles se sont mélangées avec les cultures européennes et amérindiennes pour créer quelque chose de nouveau, de très résilient. Et cette persistance culturelle, on la voit partout. Dans la religion, bien sûr, avec le candomblé brésilien, où les dieux Yoruba, les orishas, sont adorés sous l'apparence de saints catholiques. On l'entend dans la musique, où les rythmes africains sont au cœur de presque toutes les traditions musicales de la région. On la goûte dans la cuisine, et on la lit même dans la littérature, avec le grand mouvement de la négritude qui a justement affirmé et célébré cette identité culturelle noire transatlantique. Voilà, on a traversé l'océan dans tous les sens, on a suivi des missionnaires, des étudiants, des idées politiques. Alors, au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça ? Quel est l'héritage de cet Atlantique à double sens ? Le point crucial, c'est vraiment celui-ci. Loin d'être une barrière ou juste un lieu de tragédie, l'Atlantique de cette période était un espace vivant, un vrai pont sur lequel circulaient des personnes, des croyances, des stratégies politiques et des formes culturelles. Donc pour résumer, la relation était vraiment réciproque. C'était pas à sens unique. Ces allers-retours de personnes, d'idées, de foi, ils ont façonné en profondeur et l'Afrique et ses diasporas. Et c'est de tout ce bouillonnement qu'est née la conscience panafricaine moderne. Une conscience qui, et c'est super important, a directement inspiré les leaders qui, quelques décennies plus tard, allaient mener les luttes pour l'indépendance et décoloniser le continent. Et tout ça, ça nous laisse avec une question pour aujourd'hui. Comment cet héritage, ces liens qui ont été tissés il y a plus d'1 siècle, comment continue-t-il d'influencer, de définir ce que ça veut dire être noir dans le monde, que ce soit à Lagos, à Kingston, à Bahia ou à Chicago ? La conversation, elle, est bien loin d'être terminée.